Ce soir à l'émission, exploitation et traite de personnes, le phare des affranchis poursuit la lutte. C'est complètement illégal de demander à une personne pour venir travailler ici de payer plusieurs milliers de dollars. Et l'école du Flambeau est inaugurée à Saint-Jérôme. C'est une grande fierté d'inaugurer une nouvelle école comme ça. En entrevue, je reçois Stéphanie Vallée, qui dénonce le manque de reconnaissance des centres de femmes en matière de violences sexuelles et conjugales. La raison, c'était que c'était des bons projets, mais qu'il y en avait des meilleurs. Je m'entretiens également avec Olivier Surprenant, qui fait valoir la position de l'Union des consommateurs quant au congé de TPS offert par le gouvernement Trudeau. L'abolition de la TPS, c'est un moyen de venir en aide aux personnes de classe moyenne et classe plus vulnérables. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous explique comment bien se préparer à la pratique des sports d'hiver. Chaque saison est belle, chaque saison a ses avantages et ses défis. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 18 décembre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jeunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, l'organisme Le Phare des affranchis poursuit sa lutte contre l'exploitation, la traite de personnes et il y a de nouvelles actions de mobilisation qui sont en préparation. Oui, Claude, l'organisme qui est situé à Saint-Jérôme et qui a pour mission de sensibiliser la population et les gouvernements aux différents types d'exploitation. Donc, ça peut être l'exploitation sexuelle, l'exploitation à des fins de travail, l'exploitation financière, le mariage forcé ou la mendicité forcée, par exemple. Donc, toutes des situations, des systèmes où des personnes sont contraintes contre leur gré à faire quelque chose. Et dans les Laurentides, quelle forme d'exploitation on retrouve? Toutes les formes d'exploitation sont présentes dans la région, même si certains ont la fausse certitude que la traite de personnes n'arrive que dans des grands centres. Nathalie Clatt, cofondatrice et directrice générale du Phare des affranchis, nous explique comment les Laurentides sont aussi le théâtre de ces drames humains. Dans certains cas, il va y avoir certaines distinctions parce que c'est une région plus grande, parce qu'il y a des dimensions qui vont être un petit peu différentes, des enjeux. Ça reste que l'exploitation sexuelle existe dans les Laurentides. On a également toutes les autres formes. Le cas de l'exploitation à des fins de travail, notamment, a été relevé par Mme Clatt dans les Basses-Laurentides et plus particulièrement dans le secteur agricole. Les travailleurs étrangers temporaires comptent pour une grande partie de la force de main-d'œuvre et leur statut parfois précaire engendre une plus grande vulnérabilité à des situations d'exploitation. Mme Clatt parlait notamment de travailleurs étrangers temporaires qui doivent payer pour venir travailler ici. Certains patrons demandent qu'on leur envoie une photo du montant avant même l'arrivée des travailleurs. C'est une pratique complètement illégale. Ça reste qu'on travaille avec des personnes qui sont vulnérables et qui, pour différentes raisons, vont vouloir quitter leur pays puis venir s'établir au Canada, donc vont être prêts à le faire. C'est complètement illégal de demander à une personne pour venir travailler ici de payer plusieurs milliers de dollars. Donc, on parle de 4, 5, 10 000 dollars pour venir travailler ici. Les personnes prises au piège hésitent parfois à demander de l'aide par peur de représailles de leur patron. Le Phare des affranchis a lancé une pétition cet été demandant au gouvernement provincial d'étendre la réglementation pour la protection des travailleurs étrangers temporaires. Et quelles sont les campagnes à venir pour l'organisation? Alors, il y en a plusieurs. Dès le début de l'année 2025, le Phare des affranchis lancera une campagne de sensibilisation à l'exploitation financière des aînés, par exemple tout ce qui touche à la fraude grands-parents, donc le fait d'extorquer de l'argent à des personnes aînées, souvent par téléphone. Est-ce qu'il y aurait des signes à surveiller auprès des victimes potentielles dans ce genre de situation-là? Alors, une personne qui pourrait être en train de se faire exploiter pour de l'argent sera sans doute confuse, ne comprendra pas nécessairement tout ce qui se passe et voudra agir dans l'urgence. Peut-être que la personne aura un langage non verbal agité ou voudra retirer de l'argent dans des coupures de biais inhabituelles. Donc, pour une personne qui pense être victime d'un fraudeur, Mme Clatt recommande de prendre son temps dans une situation semblable ou stressante et d'appeler une vraie personne de confiance avant de transférer de l'argent pour demander conseil. L'exploitation d'une personne est souvent synonyme de changement d'attitude ou d'habitude chez une victime. On écoute Mme Clatt à ce sujet. Je vais surtout mettre l'emphase sur l'importance de démontrer de l'ouverture, de garder le lien avec la personne, garder la communication ouverte comme ça. Si elle a des besoins, si elle a besoin de demander de l'aide, elle se sent en confiance de le faire. Cela dit, Mme Clatt avertit qu'il n'y a pas de liste de symptômes universels à surveiller chez une personne et que parfois agir trop vite sans préparation peut nuire à une victime plutôt que l'aider. C'est la raison pour laquelle le Phare des affranchis lancera aussi une nouvelle formation pour informer les intervenants à reconnaître les différents types d'exploitation et à prévenir cette exploitation. Ces intervenants seront ainsi formés pour eux-mêmes former dans leur milieu. La première séance aura lieu les 15 et 16 janvier prochains à Montréal.
Et en général, Clara, est-ce que la population est plus sensibilisée qu'avant aux problématiques d'exploitation des personnes? Madame Klatt souligne que les choses ont évolué depuis 10 ans lors de la création de la fondation de l'organisme. Déjà, le mythe que la traite de personnes n'arrive que dans d'autres pays et pas au Canada est moins persistant, mais il reste du travail à faire. Je laisse le mot de la fin à Madame Klatt. Ça reste qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est loin d'eux, qui pensent que ça arrive seulement aux autres. Puis ça peut être un petit mécanisme de protection, puis en même temps, ben ça n'en est pas un, parce que si on pense que ça arrive juste aux autres, ben, on a moins tendance à reconnaître justement des petits signes où on voit des changements. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. On va aller inaugurer une nouvelle école à Saint-Jérôme, tiens. À plus tard, Claude. Le restaurant pédagogique Neurones et Papilles du Cégep de Saint-Jérôme était le théâtre du lancement de la 39e édition de la revue Étendard lors d'un 5 à 7. En plus des volets mettant en valeur les talents en littérature, en journalisme et en arts visuels, cette édition de l'Étendard mise aussi sur la contribution des départements techniques de gestion d'un établissement de restauration et techniques en travail social. Ce projet, piloté par un comité étudiant de l'Association générale étudiante du Cégep de Saint-Jérôme et supervisé par le département de français, met en valeur la créativité de la communauté collégiale de l'institution depuis plus de 19 ans. Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, a annoncé une aide financière de plus de 300 000 $ pour la MRC de la Rivière-du-Nord. Provenant du programme de subvention au transport adapté, cette somme permettra de financer les coûts liés à la prestation de services de transport aux personnes handicapées. Le programme vise à soutenir financièrement les municipalités pour leur permettre d'organiser des services de transport adaptés pour les personnes handicapées du Québec. Dans une lettre ouverte publiée le 26 novembre, l'Aire des centres de femmes du Québec dénonce l'absence de reconnaissance gouvernementale de ses membres en matière de violences sexuelles et conjugales. Au terme d'un processus d'appel lancé par le ministère de la Santé et des Services sociaux en mai dernier, aucun projet soumis par les centres de femmes n'a été retenu. J'en discute avec Stéphanie Vallée, co-coordonnatrice de l'Aire des femmes du Québec. Madame Vallée, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'appel du gouvernement était formulé de la façon suivante: pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violences sexuelles et conjugales. Dites-moi dans un premier temps, parmi vos 72 membres, il y en a combien qui avaient soumis un projet et quelle est l'explication qu'on leur a fournie pour justifier tous ces refus? Il y a une quinzaine de centres de femmes membres de l'Aire qui ont soumis des projets. Mm-hmm. Les raisons qui ont été invoquées comme refus, c'est tout simplement que l'enveloppe n'était pas assez grosse au niveau du financement. Il y avait quelque chose comme 10 millions de dollars ou 13 millions de dollars à distribuer. Mm-hmm. Donc, ils ont distribué 13 millions de dollars, 635 000 $. Puis, c'est ça. La raison, c'était que c'était des bons projets, mais qu'il y en avait des meilleurs qui avaient été déposés. D'accord. Bon, des projets, il y en a 29 finalement qui ont été retenus dans tout le Québec. Oui. Et à première vue, là, je dis bien à première vue, les organismes qui en ont bénéficié ont un mandat ou une vocation peut-être plus spécifique, moins diversifiée que celle des centres de femmes. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Il y a quelques projets qui ont été soumis par des organismes qui s'occupent plutôt d'intervenir auprès des auteurs de violences. Oui. Ce qui est tout à fait correct. Nous, ce qu'on déplore, c'est pas les projets qui ont été acceptés. On est quand même assez d'accord avec les projets qui ont été acceptés. C'est simplement que faut partir avec l'idée que les centres de femmes, comme les organismes qui interviennent en violence faite aux femmes, entre autres, sont très mal financés. Ouais. La mission globale des organismes communautaires, de façon générale, c'est moins de 200 000 $ par organisme. Mm-hmm. La mission des centres de femmes comprend intervenir auprès des femmes victimes de violences parce que la plupart des centres...
tous les centres de femmes, dans leur mission, c'est améliorer les conditions de vie des femmes. Ouais. Alors nous, on considère qu'améliorer les conditions de vie des femmes, c'est aussi intervenir en violence. Et comment vous intervenez en violence conjugale? On intervient, les centres de femmes n'hébergent pas les femmes, ouais. Donc ce ne sont pas des ressources d'hébergement d'urgence, mais elles interviennent auprès des femmes qui vont quitter peut-être un peu plus doucement, ou encore là, vont les accompagner dans leur démarche justement pour aller dans une maison d'hébergement d'urgence. Ouais. Mais de façon générale, les centres de femmes vont intervenir auprès des femmes en augmentant leur estime personnelle, leur confiance en elles, en brisant leur isolement, en dépistant le fait qu'elles vivent des violences, en faisant reconnaître aux femmes en fait qu'elles vivent des violences. Ce manque de reconnaissance là, que vous déplorez, est-ce que vous l'observez aussi dans d'autres types de dossiers ou d'autres champs d'action des centres de femmes? Non, pas vraiment, parce que quand on parle de santé mentale, par exemple, de prévention en santé mentale d'une façon alternative, les centres de femmes sont quand même assez bien reconnus. Les centres de femmes sont bien ancrés dans leur milieu. Vous avez dit tantôt, on a 72 membres à l'AIR, mais en tout, il peut y avoir autour de 120 centres de femmes qui existent sur le territoire. Ça touche 300 000 femmes à peu près, 250 000, 300 000 femmes? Oui, touche environ 300 000 femmes de près ou de loin. On intervient sur 3 volets. Les services, donc en accompagnement pour faire un CV, pour aider les femmes à des fois reprendre leurs enfants quand ils ont des problèmes avec la DPJ. Services d'accompagnement, d'écoute, de référence. Il y a les activités éducatives qui sont plutôt des groupes de soutien. Cuisine collective, qu'il peut y avoir café-rencontre. Puis on fait aussi des actions collectives. Et ces 3 volets-là, on aime à dire qu'ils améliorent les conditions de vie des femmes. Écoutez, on arrive là presque à la fin de notre entretien. Dites-moi, depuis la parution de votre lettre ouverte, quelles sont les réactions que vous avez obtenues? Est-ce que vous avez eu des explications du ministère? Non, on n'a toujours pas eu de réponse. Parallèlement à ça, on a envoyé cette semaine une lettre aux personnes qui étaient responsables de l'appel de projet. On espère avoir des réponses en début janvier, là, au retour des vacances. Bien, je vous souhaite la meilleure des chances. Stéphanie Vallée, co-coordonnatrice de l'Aire des centres de femmes du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de vous intéresser au sujet. La Ville de Prévost et la MRC de la Rivière-du-Nord annoncent un partenariat pour l'entretien hivernal du parc linéaire du Petit Train du Nord sur le territoire de la MRC. L'entretien du tronçon entre la gare de Prévost et la route 333 à Saint-Jérôme sera maintenant assuré par l'équipe du parc régional de la Rivière-du-Nord grâce à l'acquisition par la Ville de Prévost d'un MTT, une chenillette multifonctionnelle 100% électrique et fabriquée au Québec. La chenillette MTT passera 4 fois par semaine, question d'assurer des conditions optimales aux adeptes de sports d'hiver. La Société nationale des Québécoises et Québécois, Région des Laurentides et le Mouvement Québec français des Laurentides annoncent que l'appel de candidature est toujours en cours pour la 13e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron. Il est possible de soumettre sa candidature dans une des 2 catégories d'âge, soit les jeunes de 12 à 18 ans et les adultes de 19 ans et plus. Il est possible de faire parvenir sa création littéraire contenant un maximum de 300 mots sous forme de poèmes de nature libre ou rythmés, suivant la thématique de son choix, et ce jusqu'au 15 janvier 2025. La saison hivernale amène la pratique de certains sports qui nécessitent peut-être une préparation différente, sinon adaptée. Et Maude Pilon-Bernier a préparé ce qui suit. Tu es une femme d'affaires depuis vraiment plusieurs années, mais tu as commencé jeune. Là, on parle de sport extérieur. Ça prend quand même une certaine motivation déjà pour entreprendre une compagnie, mais en plus pour se lever et entraîner des gens l'hiver comme l'été à des températures qui peuvent aller très, très chaudes à très, très froides. Comment tu trouves la motivation? En fait, c'est la beauté de la chose parce qu'on a la chance au Québec d'avoir 4 saisons et le fait de les vivre à 100%, les 4 est extraordinaire. Donc, tout est dans l'adaptation. Donc, d'une saison à l'autre, on doit s'adapter. Le corps s'adapte également et chaque saison est belle. Chaque saison a ses avantages et ses défis, mais quand on s'adapte, on est capable de tous les faire. Puis, justement,
on a 4 saisons. Est-ce que les entraînements changent, se diversifient ou c'est plus les entraînements restent pareils puis c'est les gens qui doivent adapter leur système qui va peut-être être plus fatigué ou moins fatigué, tout dépendant la saison? Les deux réponses sont bonnes. Donc, oui, nos entraînements vont s'adapter d'une saison à l'autre. Donc, il y a différents programmes, notamment le cardio-raquette que l'on retrouve juste l'hiver. Et il y a des programmes coup de cœur comme le plein air zen qu'on va retrouver seulement l'été. Donc, on a des offres saisonnières, mais également, oui, le corps doit s'adapter autant l'été aux grandes chaleurs que l'hiver lorsqu'on sort à l'extérieur. Par exemple, l'hiver, c'est certain qu'on va avoir un équipement qui va être différent, un équipement qui doit être adapté à la température pour avoir vraiment une expérience agréable. Les personnes qui sont un petit peu plus craintives de sortir de chez eux parce qu'ils sont moins stables, dû à peut-être des fois juste la vieillesse de certaines articulations, est-ce que s'entraîner, ça peut aider à renforcer peut-être certains muscles et à trouver une certaine stabilité qui nous permettrait de justement pas être encabané tout l'hiver chez nous, mais plutôt sortir? Oui, définitivement. Et les gens qui font du cardio plein air, c'est souvent leur sortie de la semaine. Sans cette activité-là à leur agenda, ils resteraient probablement tout l'hiver encabanés à l'intérieur. Le fait de le faire à l'extérieur, oui, ça va solliciter différents muscles, notamment tout ce qui est bas du corps, donc tout ce qui est quadriceps, ischio-jambier, mollets. Donc, ce sont vraiment des muscles qui sont importants pour la stabilité du corps. Tout ce qui est au niveau de la cheville, donc la force de la cheville, la flexibilité, tous les exercices d'équilibre vont faire en sorte que les risques de chute et d'entorse vont être plus petites parce que c'est fréquent l'hiver que les gens vont se faire des entorses parce qu'ils sont moins stables. Donc, la cheville est super importante. Donc, ça nous permet de travailler sur différents sols. Donc, la stabilité n'est pas la même, bien sûr. Et tout ce qui est le tronc, la posture, donc c'est très sollicité dans nos entraînements qui sont vraiment complets parce qu'on fait des entraînements par intervalle où l'on va travailler tout le bas du corps, le haut du corps, mais on va également travailler son cœur. Donc, il y a toujours une partie cardiovasculaire. Oui. Et ça, c'est hyper important pour les bienfaits là, global. Effectivement, le cardio, je pense qu'on pompe un petit peu plus d'oxygène. Donc, j'imagine que justement, pratiquer l'entraînement l'hiver travaille encore plus le cardio que peut-être l'été pour le même type d'entraînement? Oui, en fait, l'entraînement à l'extérieur peut être plus exigeant étant donné que c'est moins constant. Donc, d'un entraînement à l'autre, c'est différent. Donc, on sort toujours de sa zone de confort à l'extérieur. Donc, oui, ça peut être plus exigeant. Au niveau de la respiration, ça demande également une certaine adaptation. On peut avoir l'impression, lorsqu'on va à l'extérieur, surtout au début de l'hiver, d'être un petit peu plus essoufflé rapidement ou d'avoir des petites douleurs. Donc, c'est vraiment parce que nos voies respiratoires sont pas nécessairement habituées et c'est de l'air qui est plus froid. Donc, de là, l'importance d'avoir un petit bof comme ça ici pour se mettre sur le nez, sur la bouche, pour réchauffer l'air, pour ainsi être plus confortable. Mais dans tous les cas, au fil des semaines, ça s'adapte. Une dernière chose que j'aimerais qu'on parle, l'hiver surtout, l'hydratation, c'est un peu confus. On n'a pas autant soif que quand il fait très, très chaud, mais je crois que c'est encore plus important. Peux-tu nous en dire un petit peu davantage? Oui, en fait, c'est vrai, nos participants ont tendance à avoir moins d'eau parce qu'on n'a pas la sensation d'avoir soif, mais on se déshydrate quand même. Oui. Donc, c'est super important de continuer l'hydratation comme on le fait les autres saisons. Je vais avoir encore plus hâte de retourner m'entraîner avec vous en janvier. Excellent, joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes, Cindy. Depuis le samedi 14 décembre, les consommateurs canadiens profitent d'un congé temporaire de TPS sur certains articles en vertu de la loi C-78 qui s'applique jusqu'au 15 février 2025. Cette mesure suscite de nombreux commentaires et pour connaître celui de l'Union des consommateurs, je reçois Olivier Surprenant qui est analyste en politique publique pour l'organisme. Monsieur Surprenant, bonsoir. Bonsoir. L'Union des consommateurs revendique à la base l'abolition de la TPS et de la TVQ sur tous les biens et services essentiels. Alors, ma première question, est-ce que vous êtes content, semi-content, temporairement content ou pas du tout? Bien, oui, temporairement content, ça semble être la bonne réponse pour nous, en ce sens qu'on pense que ça devrait être un projet pilote, là, ce que le gouvernement essaie en ce moment. Donc, nous, comme vous l'avez dit, c'est
ce qu'on voudrait, c'est une mesure plus permanente qui vise l'ensemble des biens et services essentiels comme l'électricité, comme les fournitures scolaires, les produits de santé, essentiellement. Et donc, pourquoi pas, du côté du gouvernement, essayer cette méthode-là là, avec l'actuel congé de taxes et voir si ça pourrait pas se perdurer dans le temps avec la liste de produits que je viens de vous nommer. Voilà. Si ça fonctionne, tant mieux. Puis en fait, nous, on est persuadés que ça va fonctionner. Donc, si vous aviez des ajouts à faire sur la liste, vous pourriez mettre ça, l'électricité, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas sur la liste que vous aimeriez voir? Oui, dans le fond, le matériel scolaire, donc les fournitures scolaires, qui est un coût qui revient à chaque année. Évidemment, les aliments, nous, ce qu'on aurait préféré, c'est quelque chose d'un peu plus restreint. Pour l'instant, ça reste quand même une mesure là, que les consommateurs vont pouvoir profiter. Ouais. Mais on se serait restreint, évidemment, à tous les produits alimentaires et non pas seulement là, ce qui touche... Finalement, en ce moment, c'est plus, ça va vers la boisson, etc. Mais nous, c'était vraiment les soins. Et parmi les produits qui se retrouvent sur cette liste-là, est-ce qu'il y en a qui vous semblent plus ou moins justifiés? Je laisserai au gouvernement la décision là-dessus, le commentaire sur cette décision-là. Ce sur quoi on s'entend, c'est que c'est vraiment les produits et services essentiels qui devraient être visés là, pour une vision permanente de la chose. Donc, globalement, quand le gouvernement dit nous ne pouvons pas intervenir sur les prix à la caisse, mais voilà ce que nous avons trouvé pour mettre de l'argent dans les poches des gens, vous êtes d'accord avec l'énoncé? On est d'accord avec le fait que, dans le fond, l'abolition de la TPS, c'est un moyen de venir en aide aux personnes de classe moyenne et classe plus vulnérable. Parce que pour une personne, je donne l'exemple d'une personne qui fait, disons, 150 000 $ et plus, 200 000 et plus, c'est plus facile pour cette personne-là de s'approvisionner dans les besoins essentiels que pour une personne qui est, par exemple, à l'aide sociale ou qui est retraitée. Donc, le 5 % a de l'impact chez cette personne-là comparativement à la personne qui est plus aisée. Pas que ça n'a pas d'impact, mais quand même, on pense que ça vient plus en aide aux personnes qui en ont besoin. Oui, mais parmi les critiques qu'on entend aussi, c'est que la détaxation temporaire ou permanente profiterait davantage aux ménages à revenus élevés plutôt qu'aux ménages à revenus modestes, mais vous ne semblez pas d'accord avec ça. Bien, c'est-à-dire que l'impact est plus réel chez les personnes qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire qu'ils ont des dépenses, eux, de toute manière, qu'ils vont devoir faire. Et c'est surtout, encore une fois, je le répète, sur les besoins essentiels, sur les biens et services essentiels. Donc, à ce compte-là, une personne qui a plus d'argent sera portée à avoir, à se procurer des biens qui sont au-delà de l'essentiel, finalement. Et ça, ça leur appartient. Le temps des fêtes, c'est un moment de l'année où la pression financière monte d'un bon cran. Est-ce que cette mesure-là peut vraiment aider les gens ou si elle est arrivée un peu tard, le 14 décembre? Bien, c'est sûr que c'est une période, on le sait, dans l'année où les gens vont consommer davantage. Ça, c'est clair. Ça fait partie, là, effectivement, des périodes d'achalandage au niveau de la consommation. Puis, ça va quand même avoir un certain impact. Donc, si je regarde pensons aux vêtements pour enfants, pensons à un manteau là, de 100 $ ou 150 $ là, qui aurait le dessus et le dessous, bien, on aurait quand même économisé entre 5 et 7,50 si on est à 100 $ ou à 150 $. Donc, c'est quand même de l'argent qu'on peut remettre ailleurs, qu'on peut réinvestir, par exemple, dans notre épicerie ou dans d'autres cadeaux, par exemple. Bon, vous défendez les droits des consommateurs, mais est-ce que vous êtes néanmoins sensible aux doléances exprimées par les commerçants en ce qui concerne les complications techniques et administratives de l'exercice? Bien, écoutez, je vais laisser les personnes de l'entreprise, là, des entreprises discuter de ça, du commerce. Là. Nous, on est vraiment préoccupés pour les consommateurs. Donc, c'est une réponse à laquelle j'ai pas vraiment de solution ou de piste à vous offrir. OK. Non, parfait. Bien, écoutez, en terminant, je rappelle que l'Union des consommateurs, c'est un organisme à but non lucratif qui rassemble, si je ne me trompe pas, 15 groupes de défense des droits de consommateurs, incluant les ACEF, les associations coopératives d'économie familiale. Olivier Surprenant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. Clara, hier matin, c'était l'inauguration d'une toute nouvelle école secondaire dans la région. Vous étiez sur place. Oui, Claude, c'est l'école du Flambeau située sur le boulevard La Jeunesse Ouest à Saint-Jérôme. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, était sur place pour inaugurer officiellement le nouvel établissement scolaire qui accueille présentement environ 1000 élèves qui sont arrivés graduellement depuis le début de l'année 2024. Alors, je vous laisse découvrir ces nouvelles installations dans notre reportage de ce soir. On regarde ça? Aujourd'hui, c'est officiel, mais ça fait longtemps que pour moi, c'est officiel puisque les élèves sont rentrés en place là, depuis le début de la rentrée. On est à 1000 élèves. Donc, pour moi, c'est juste la concrétisation, la finalité d'ouvrir l'école, tout simplement, mais c'est pas la fin du travail. Ce n'est que le début. C'est une école qui est inspirée du design scandinave. C'est des espaces ouverts, lumineux, des espaces collaboratifs dans l'école aussi. C'est un endroit où il y a différents endroits pour dîner, pour travailler. Donc, les élèves peuvent se déposer à différentes places, contrairement aux écoles traditionnelles qu'on connaît aussi. Donc, ça va aussi parce que l'architecture doit servir à la réussite des élèves aussi. Donc, on est dans un concept d'école où on veut travailler en décloisonnement, expérimenter, faire différent aussi. Certaines choses demeurent, mais aller dans des nouveaux courants, dans de nouvelles façons de faire aussi qui sont probantes, qui sont appuyées sur la recherche là, pour faire vivre différentes expériences aux élèves. Aussi simple que décloisonner une fois par 20 jours. On a une demi-journée qu'on appelle le mois. Le mois signifie miser, oser, investir, où on décloisonne nos groupes et on organise. Avant les fêtes, on a eu une action communautaire. Donc, on a eu la cueillette de denrées, aller faire de la lecture auprès des personnes âgées, aller travailler avec les élèves du primaire. Donc, ça fait partie de notre vision au niveau de l'école. C'est pour vous donner un exemple. Oui, c'est le futur. Oui, c'est le futur. Absolument, c'est le futur. Regarde comme c'est beau, là. C'est grand, il y a une élève qui le disait si bien, c'est spacieux. Il y a plus d'espace par élève dans les nouvelles écoles, les écoles nouvelle génération. Il y a beaucoup de lumière, il y a du bois, c'est chaud le bois. Il y a de l'aluminium, c'est un produit du Québec. Il y a des espaces où les élèves peuvent travailler ensemble, ils appellent ça des espaces collaboratifs parce qu'on collabore. Il y a des grands gymnases, il y a une belle cour d'école. Écoute, c'est tellement magnifique, là. Fait que c'est une grande fierté d'inaugurer une nouvelle école comme ça. Puis on en inaugure cette année, on va inaugurer 25 écoles. La date de construction moyenne d'une école au Québec, c'est l'année de l'Expo, c'est 1967. Fait qu'il y a des écoles qui ont manqué beaucoup, beaucoup d'amour. Puis on fournit pas. Parce qu'il y a un gros rattrapage à faire, parce qu'ils ont manqué d'entretien. Il y en a d'autres qu'il faut construire parce qu'il y a de plus en plus d'élèves au Québec. C'est une école LEED, une école qui a été reconnue pour sa conscience écologique, je vais dire ça comme ça. Donc, une école LEED, c'est une école qui a moins d'îlots de chaleur par ses toits blancs, des toits verts également, d'éclairage d'ailes aussi dans l'école, la programmation, le chauffage, c'est de l'aérothermie. Donc, là aussi, donc on a une mesure énergétique, mettre en place de la biophilie, mettre en place un jardin communautaire. Donc, ça fait partie des objectifs pour être une école LEED. Bien, c'est surtout la luminosité, l'espace. Ça fait vraiment différent des autres écoles. Surtout, on est capable de respirer. T'sais, dans les autres écoles, ça peut être vraiment chaud, mais ici, il fait tout le temps frais ou chaud quand on le veut, là, s'il fait trop froid. Fait que moi, je pense que c'est ça que j'aime beaucoup, là, la luminosité, l'espace puis la qualité de l'air. On met ensemble différents élèves et différentes personnes de différentes écoles. Donc, c'est tout de recréer le sentiment d'appartenance, de retrouver sa place comme adolescent dans une école. C'est difficile, mais c'est une école qui est appréciée pour ses lieux, pour les possibilités qu'elle offre aussi, pour la luminosité, ses nœuds. Donc, les élèves apprécient la grandeur des corridors, entre autres, l'espace qu'ils ont, ça, c'est grandement apprécié. Dans le fond, quand j'étais en secondaire 1, il y a 2 ans, on nous avait donné le choix parce que c'était une pige, puis on pouvait s'inscrire. Puis ben, j'ai demandé à ma mère, ben, est-ce que je peux m'inscrire? Puis elle a fait, ben oui. Puis j'ai été pigé pour venir dans cette magnifique école en janvier quand elle a ouvert. Et mes amis m'ont suivi après. Soit ils n'ont pas été pigés, soit qu'ils ne voulaient pas venir. C'est un choix personnel, mais sinon, je suis bien content d'avoir mes amis avec moi en ce moment. L'école de Flambeau, on a fait ça avec un comité temporaire. On a consulté la communauté justement pour recueillir des suggestions. On a eu 558 suggestions à travers lesquelles on a soumis à la commission de toponymie. On a respecté nos critères comme la langue française, entre autres. Et le flambeau est ressorti pour sa symbolique. Donc, on est en haut d'un promontoire. Donc, c'est un symbole de lumière, de guidance. C'est un symbole de passer le flambeau, donc une tradition, une pérennité qui se fait. L'adolescence est un passage. Donc, l'école secondaire est un passage. Donc, on transmet le flambeau de génération en génération. Et ça a aussi un petit clin d'œil au Canadien de Montréal où on dit porter haut et fort le flambeau. Donc, c'est un signe de fierté qu'on veut transmettre à nos élèves également. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Yoga Découverte suit à l'instant. Bonne soirée à notre antenne.